Bonjour à toutes et à tous, puisqu'il y a des hommes, moins que des femmes toujours, mais il y a des hommes. Nous allons donc être ensemble pendant 1h30 autour du thème « Être ou paraître, une question de vieux » avec un point d'interrogation. Et c'est un titre qui recèle plus de richesse qu'il n'en a l'air. Alors pour vous raconter rapidement d'où je parle, donc je m'appelle Catherine Vincent, je suis journaliste, et être ou paraître, le corps vieux, on avait décliné cette question avec un grand bonheur dans un séminaire organisé en 2022 par l'association La Vie Vieille, qui est une des associations fondatrices du CNAV. Et comme on essaye de le faire quand on fait ces séminaires, on a derrière publié un livre dont j'ai tenu la plume, qui s'appelle Le corps vieux et que vous trouverez à la librairie. Et on a eu tous beaucoup de plaisir à faire à réfléchir à ce sujet pendant quelques jours, parce que c'est vrai qu'il est incroyablement riche. Alors ceux qui le connaissent, comme Noël, qui a largement participé à ce séminaire, savent combien la réalité de notre corps vieillissant comporte de facettes, et combien celle-ci, en effet, pose la question du paraître et de l'être. Faut-il résister au vieillissement de notre corps, autrement dit, continuer autant que faire se peut de paraître, ou bien l'assumer, le vieillissement, au profit de notre être? La réponse, comme toujours, se situe entre ces deux pôles et varie selon les individus et les étapes de la vie. Alors, les sujets sont innombrables: diktat de la beauté, évolution de la sexualité, déclin de la mobilité, apparition de la dépendance. Dans tous ces sujets, le corps est essentiel. Et bien sûr, nous n'aurons pas le temps de tous les aborder. Mais s'il y a un mot qu'on peut en priorité accorder au concept du corps vieux ou vieillissant pendant ce moment que nous allons passer ensemble, c'est le mot « empowerment ». Alors, empowerment, c'est un anglicisme. On pourrait le remplacer par le terme « empuissancement », mais je ne le trouve pas formidable non plus. Ça veut dire la capacité des individus et des collectifs à s'impliquer dans les décisions qui les concernent, en particulier pour lutter contre des situations de précarité ou de discrimination. On ne peut pas faire plus CNAV que cette notion d'empowerment. Et je propose que ce soit notre fil conducteur pour aujourd'hui. Alors ce fil, chacune de nos 5 intervenantes, puisque nous ne sommes que des femmes, va le dérouler selon son engagement et son expérience. Et elles nous l'ont promis, elles ne parleront pas plus de 10 minutes chacune pour laisser, de toute façon je veille avec mon gros minuteur, pour laisser le temps au débat, aux questions, au dialogue. Nous entendrons successivement Noël Châtelet, sociologue, écrivaine et artiste, Alexia Guignard, tout au bout, membre de l'association Pourquoi pas vieille et créatrice de l'émission mensuelle du même nom, Claudine Lousteau, membre correspondante du CNAV, membre du groupe de travail sur la question des mobilités, Sylvie Balestra, tout de suite à ma droite, anthropologue, danseuse et chorégraphe, et Valérie Lacamoire, psychomotricienne, danseuse et chorégraphe également. En guise d'introduction et avant de laisser la parole à Noël, je vais juste lui piquer une de ses réflexions, car elle résume très bien ce dont nous allons parler. Pour changer dans notre société l'image négative de la vieillesse, cette vieillesse dont le paraître fait peur et que l'on cherche à ne pas voir, il faut retrouver ensemble les moyens de redonner ses droits à l'être. Chacune d'entre vous va donc nous raconter comment elle s'y emploie et avec quels résultats obtenus ou espérés. Et Noël, je te laisse la parole. Tu vas nous parler en tant qu'écrivaine. Plusieurs de tes romans abordent la problématique de la vieillesse. C'est un sujet auquel tu travailles depuis longtemps, sous un jour dynamique, voire militant. Et nous voudrions que tu nous racontes comment ce sujet est venu et s'est développé sous ta plume. Merci. J'ai appelé mon parcours autour du corps voyage. Je suis une écrivaine voyageuse et une citoyenne voyageuse. Un voyage qui a commencé il y a plus de 50 ans avec ma thèse d'université sur les rapports du corps avec la nourriture, qui d'une certaine manière répond, cette thèse, à la question une question de vieux? Non, parce que déjà dans cette thèse,
je m'étais rendu compte, en travaillant sur les pathologies alimentaires, en particulier les anorexies, que le paraître et l'être étaient déjà, disons, en conflit à travers ces pathologies, et que ce conflit, il est en fait partout, tout le temps, depuis la naissance jusqu'à la mort. On ne peut pas séparer l'être du paraître. Et c'est ce que nous feront croire, d'ailleurs, ceux qui ne travaillent, soi-disant, que sur le paraître. Donc dans ce voyage, je me suis rendu compte que le paraître prenait de plus en plus de place, en effet, dans notre société, et qu'il finissait par être trompeur et à oublier que, sans arrêt, il renvoyait à l'être. Ensuite, j'ai vraiment travaillé sur la question du vieillissement. Il y a 32 ans, j'ai vu ça ce matin, j'étais effrayée par la date, 32 ans, sur le phénomène grandissant, et qui aujourd'hui a pris des proportions que vous savez, de la chirurgie esthétique. J'ai fait un voyage qui a duré 1 an, presque 2 ans, en assistant aux opérations, etc., aux rencontres avec je ne peux pas dire les malades, ce n'étaient pas des malades, presque des clients, et avec les médecins. Et je suis sortie de cette expérience, de ce nouveau voyage en pays de la chirurgie esthétique qui m'était totalement étranger et pour lequel j'avais quelques, des a priori, dont je suis revenue. Parce que je me suis rendu compte à ce moment-là, véritablement, que parmi toutes les souffrances psychiques de l'individu, l'image négative qu'on peut avoir de son propre corps est une des souffrances les plus effrayantes, les plus douloureuses. Elles le sont légitimement, parce que nous savons que nous sommes condamnés à vieillir. Et en pointillé, et ça se joue aussi là, en pointillé au mourir. D'où l'expression du mot lifting, qui veut dire relever le visage pour ne pas qu'il tombe, mais qu'il tombe où? Précisément dans ce grand creux magique et symbolique de la disparition, de la mort. Voilà. Alors, je suis sortie de cette expérience dans une colère terrible, non pas contre ceux et celles qui vont vers le scalpel, mais contre ces marchands de beauté qui font croire que le scalpel va résoudre des problèmes de l'être. Et il ne les résout jamais. Et c'est pour ça que les plus intéressants et les plus sérieux des chirurgiens plasticiens s'entourent maintenant de psychologues pour interroger ceux qui vont vers ce scalpel sur les raisons profondes de cette attente d'un changement du paraître qui pourrait satisfaire l'être. Mais ce n'est pas comme ça du tout que ça se pose. Donc, avec cette colère, j'ai commencé un vrai travail sur la vieillesse et j'ai commencé par un travail subversif en écrivant La Dame en bleu, qui est l'histoire d'une femme d'une 50aine d'années qui décide avant l'âge de devenir vieille avant l'âge, pour redonner de la vieillesse une image non pas négative mais positive. Elle veut devenir une vieille dame et elle entre dans le bleu de la liberté retrouvée. Voilà. C'était un conte subversif qui a fait son petit effet, mais je me souviens d'une publicité dans un journal féminin, plus exactement d'un article sur et si on en finissait avec l'impérialisme de la beauté, hein, entouré de 2 publicités sur les antirides. Voilà. C'était déjà parlant. Hein, c'était déjà parlant. Voilà, donc la peur du vieillir est une peur légitime. Voilà. Mais elle est encore plus douloureuse dans les pays que j'appelle les pays du paraître, où elle fait croire que tout va se résoudre
par cet acte magique qui est effectivement de toucher au corps et au corps seul. Elle tourmente aussi, cette société du paraître, l'être, là où il est le plus fragile, le plus sensible, le plus en danger. Et c'est pour ça que je suis en colère contre ces sociétés du paraître, qui nous font oublier l'être. Et à partir de cette expérience du vieillir, qui s'est poursuivie avec les livres, avec aussi un texte qui s'appelle « La femme coquelicot » et qui rappelle que le désir est toujours là dans le corps des hommes et des femmes qui vieillissent. J'ai voulu aussi redorer le blason de la vieillesse à travers les amours tardives. Et je me suis dit que vieillir est une épreuve. J'espère que je ne vais pas dépasser 10 minutes. Elle est une épreuve dans la mesure où elle appuie sur quelque chose dont on va peut-être parler tout ensemble, la discordance entre ce que l'être sent de soi et ce que le paraître renvoie à travers l'image des autres. Et il y a une phrase d'Orson Welles, pas d'Orson Welles, pourquoi je parle d'Oscar Wilde, que j'aime beaucoup, qui dit, c'est le Lord Henry qui dit, dans le portrait de Dorian Gray, la tragédie de la vieillesse, ce n'est pas d'être vieux, c'est d'être jeune. Parce que l'épreuve que nous avons à vivre à travers le vieillir, elle est doublée par le sentiment que nous sommes encore ce que nous avons été, mais que les gens, les autres, ne le voient plus du tout de la même manière. Et c'est cette continuité de l'être sur laquelle nous devons travailler. Et j'ai travaillé personnellement sur cette continuité, là j'arrive à 80 ans, j'y ai travaillé moi personnellement, mais vous nous direz comment vous, et avec d'autres, et avec mes lecteurs j'espère, et mes lectrices, j'y ai travaillé comme un vrai artisan, s'interroge sur cette continuité qui demeure malgré les changements apparents du corps. Donc ce travail, nous devons le mener maintenant tous ensemble, mais nous devons le mener aussi socialement, parce qu'il nous faut résister à ces faux semblants du paraître qui nous font perdre le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire le fait que nous sommes encore ce que nous avons été, que nous sommes ce que nous sommes, mais nous sommes aussi déjà ce que nous allons devenir. Et cette continuité de l'être, elle me passionne. J'en ai d'ailleurs fait une pièce de théâtre qui n'a pas été encore vraiment portée à l'écran. Mais je pense qu'il y a à apprendre là, et que c'est peut-être là, dans ce sauvetage de la continuité de l'être, qui est là en nous, comme l'enfance est en nous, et qu'il faut protéger du regard terrible que la société a sur nous et du regard terrible qu'elle pose sur les femmes en particulier, qui sont les premières victimes, d'une certaine manière, de ce processus de destruction de l'être par un paraître trompeur et gravissime. Merci Noël d'avoir respecté le timing, mais surtout de toutes les fenêtres que tu viens de nous ouvrir et qui montrent tellement combien pour changer l'image de la vieillesse, il faut mener un combat intime, mais aussi sociétal. Et je pense que Alexia va absolument poursuivre dans cette voie. Alexia Guignard, vous êtes formée à la sociologie et à l'anthropologie. Vous avez travaillé la question du vieillissement depuis déjà un certain temps, vous allez nous raconter, avec une approche artistique et médiatique maintenant. Et vous allez nous présenter l'émission mensuelle dont vous êtes la créatrice, Pourquoi pas vieille, dont vous avez dit, c'est une émission pour dire à plusieurs voix et écouter ce que c'est que d'être vieille. Alors comment le projet est né, comment évolue-t-il, quel rôle joue-t-il et quel enseignement en avez-vous tiré vous-même ? Ok, merci. Alors, c'est bon, vous m'entendez ?
Donc oui, je suis Alexia Guignard et je vais vous parler de cette émission Pourquoi pas vieille, qui a pour objet, je reviendrai dessus de manière un peu plus précise, mais effectivement de mettre en voie ces expériences du vieillir, qu'est-ce que c'est d'être vieille, et comment on peut en parler et comment on peut construire une identité collective autour de cette question-là. Avant de vous dire comment ça se passe, qu'est-ce que ça nous apporte aux unes et aux autres et où on va avec ça, l'idée c'était peut-être de vous dire comment ça s'est créé. Donc cette émission, elle est liée à une rencontre avec l'association Pourquoi pas vieille, une association brestoise. Et c'est une association qui date de 2013 et qui s'est fixée comme objectif de réfléchir à ce que c'est de vivre vieille. Voilà, c'est ça. C'était ça. De réfléchir aux spécificités du vieillir au féminin, de réfléchir à ce que c'est habiter, de penser d'autres formats d'habitat. Enfin, il y a eu plusieurs actions de portées par l'association. Et d'ailleurs, j'ai un petit coup d'émotion parce que, en fait, j'ai rencontré cette association dans le cadre d'un cours public auquel l'asso avait collaboré avec l'Université Bretagne occidentale. Et c'était un cycle de 2 ans qui s'appelait Vieillir au féminin. Et c'est vous, Noël Châtelet, qui l'avez inauguré. Et je trouve ça dingue d'être là comme ça. Oui, c'est ça. Voilà le petit clin d'œil, le petit coup émotion. Et donc, cette association avait aussi pour vocation de réfléchir aux différents rôles sociaux de la femme et de la vieille femme, surtout des vieilles femmes, et de réfléchir à ce que c'est de vieillir avec des réalités plurielles. Voilà. Donc, ma rencontre avec l'association s'est faite dans le cadre d'une exposition sonore et photo autour de la vieillesse, autour des représentations des vieillesses, comment voilà, c'était moi depuis un peu plus de 10 ans, je réfléchis à des manières de rendre visible, de poser cette question sociale sur l'espace public, et donc ça a pris la forme d'exposition sonore au départ. Pour essayer de réfléchir, de poser la question de ce que c'est de vieillir ici et là. Elle avait débuté plutôt en milieu rural dans le Cantal, cette exposition, et elle a migré à Brest après. Et en tout cas, l'idée, c'était pour moi, ma réflexion, mon travail, c'est de réfléchir à des manières de pouvoir se projeter positivement sur la vieillesse, d'être vieille. Pourquoi ça devrait, pourquoi on le vit presque comme une honte de se dire vieille, et le mot pourquoi pas vieille, c'est aussi délibérément un choix de revendiquer une identité et une désignation qui au départ est faite par autrui et qui finalement devient une autodésignation revendiquée. Voilà, donc ce travail de réflexion sur comment faire pour vieillir ensemble et se voir vieux et vieille de manière positive, sans pour autant tomber dans la jonction du bien vieillir et du discours institutionnel convenu de ce bien vieillir. Voilà. Donc jusqu'ici, ce sont des expos et puis cette émission mensuelle qui existe depuis 5 ans avec au départ Pourquoi pas vieille, l'association, les membres de l'association, et puis au fur et à mesure on est sorti un peu de cet entre-soi pour ouvrir ce questionnement de manière un peu plus large avec des publics et des femmes pas forcément vieilles, puisqu'on a des ateliers radio qui vont concerner des femmes et des jeunes femmes de 17 à 90 et plus. Voilà. Voilà pour le contexte. Après, l'objectif de cette émission, cette émission, c'est pas qu'une émission, c'est
ce sont aussi des ateliers et il y a vraiment ce dialogue entre être et paraître tout au long de ce travail de mise en voix. Enfin, le rapport au corps, il commence aussi par la voix, la prise de parole. Ça va pas de soi de prendre la parole, hein, on le sait. Michel Perrault a beaucoup travaillé sur ce sujet et d'être vieille femme et de prendre la parole en tant que vieille femme, c'est pas si simple. Ça va pas de soi non plus, donc c'est des belles aventures, en tout cas avec cette émission. Donc on a commencé au départ avec, d'ailleurs sur une émission autour du corps, et c'était 5 membres de l'association qui s'exprimer en fait sur ce point de bascule, enfin, cette prise de conscience du vieillissement. Enfin, qu'est-ce qui faisait qu'elle s'était sentie vieille à un moment donné. Et je vais, comme je vais chercher la parole, je vais citer certaines d'entre elles sur cette première émission. Voilà, elles évoquaient les changements du corps avec lequel elles avaient dû composer, ce corps qui change, qui prend les commandes et qui soudain s'impose. On se sent obligé de le suivre et en même temps on doit secouer la carcasse. On doit parfois solliciter autrui pour effectuer certains gestes. Il y a comme un début de dépendance. D'autres, des fois c'est des mots assez forts, hein, puisqu'il y a l'une d'entre elles parlait de trahison du corps. En énonçant ces trahisons, ces femmes nous disent et se disent qu'il faut apprendre à apprivoiser les regards des autres et le sien. Voilà, comment parler de son corps, comment se regarder et d'avoir un espace de parole pour le faire. C'est presque essentiel en fait de ne pas rester seul avec ces négociations intimes, enfin des manières de recevoir cette injonction au bien vieillir. Qu'est-ce qui se passe quand on vieillit pas bien, qu'on n'a pas la chance d'être dans un parcours du vieillir qui permet un peu, qui permet de se déplacer ou de continuer à voir des gens. L'émission radio et les ateliers radio, c'est avant tout un espace de parole, de prise de parole, et c'est pas si simple. Donc il y a des manières de faire, et je sais pas si j'ai trop le temps d'en parler des manières de faire, mais c'est ça aussi moi qui m'intéresse. Depuis peu, je réfléchis à ce que j'ai mis en place, enfin ce qu'on est en train de mettre en place, de raconter ce qu'on fait, c'est pas toujours simple. Donc là, cet exercice aujourd'hui, c'est un deuxième exercice de réflexion sur qu'est-ce que ça dit de ce travail du vieillir, ces émissions radio et ces femmes qui racontent, qui se racontent. Alors, c'est pas toujours au démarrage, c'était ça posait question de dire mais à quoi ça sert qu'on raconte que c'est compliqué de faire ci ou de faire ça, est-ce que vraiment ça intéresse des personnes donc oui, c'était une bonne question. Moi j'étais persuadée, mais il fallait que ça fasse sens aussi pour les participants. Donc on a fait des écoutes. Enfin moi j'ai fait écouter, j'ai enregistré j'ai fait des verbatim, j'ai enregistré les retours des unes et des autres pour rendre compte de ce que ça faisait comme écho, en fait, comment ça résonnait dans les histoires de chacune, collectivement mais intimement aussi. Voilà, comment on négocie des choses qui sont pas simples, qu'est-ce qui coince. C'est important de pouvoir dire ce qui coince, c'est important de dire ce qui porte, ce qui anime. Et d'ailleurs, c'est un peu ça les moteurs des ateliers radio, hein, pour mettre en voix ce qui est un peu plus fragile, ce qui émeut, c'est d'aller chercher des choses un peu décalées. Et voilà. Alexia, il vous reste une minute et demie à peu près, okay, 2 minutes, oui. Disons. Et en fait, je voudrais savoir aussi, je voudrais entendre parler des auditeurs et des auditrices qui sont, j'imagine, surtout des femmes, parce que cet espace de réflexion, de partage, d'expression et de partage que vous évoquez, j'imagine que les auditrices, petit à petit, y rentrent aussi, ou pas. Mais voilà, j'aimerais savoir finalement l'impact de cette émission, non seulement pour ceux qui y participent, parce que ça, vous l'avez bien exprimé, mais aussi pour ceux qui vous écoutent.
Eh bien, Si vous avez des retours, bien sûr. Oui, j'ai des retours. Alors, je n'ai pas les choses en tête, mais on fait aussi des écoutes collectives, des émissions, parce que comme là, l'idée, c'était de sortir un peu du groupe Pourquoi pas vieille. Donc, c'est des femmes dans différents... Là, assez récemment, on est allé dans une halte d'accueil qui propose un atelier couture pour des femmes qui viennent de la rue ou qui sont dans des situations sociales précaires. Et donc, on est allé enregistrer ces femmes, puisque une des membres de l'association anime cet atelier. Et c'était aussi de réfléchir et de mettre en voix ce qui porte et ce qui fait faire et ce qui met en mouvement. Et donc, on a fait une écoute collective, en fait. Donc, pour pouvoir partager avec ce que ça leur apporte et leur faire dire aussi ce que ça leur apporte et d'aller un peu plus loin et de créer aussi une identité et de valoriser qui on est, en fait, c'est ça. Merci beaucoup. On aura l'occasion peut-être de revenir. Il y aura sûrement des questions sur cette émission. On va enchaîner avec Claudine Loustos. J'enlève pas mes lunettes, ça va être horrible. Avec Claudine. Bonjour Claudine. Tu es correspondante donc CNAV pour le Béarn à Pau. Tu es membre du groupe de travail sur la mobilité corporelle et c'est ça que tu vas nous raconter. Tu vas nous expliquer comment le CNAV, par le biais de ces groupes locaux, s'empare lui aussi de la réflexion du corps, pas que de celle-là, mais aussi de celle-là. Pourquoi la thématique de la mobilité corporelle est-elle jugée essentielle par notre mouvement citoyen? Et cette présentation va être l'occasion de nous expliquer, de nous montrer une des méthodologies fondamentales du CNAV qui, on l'a déjà dit depuis hier, entend travailler avec le « je », en parlant chacun parle de soi. Quand on dit « rien pour les vieux sans les vieux », cela veut vraiment dire qu'on part de soi-même, de sa parole, et ce sont ces paroles qui ont, dans d'autres domaines que la mobilité, ont été recueillies et synthétisées. C'est de là qu'émergent les propositions qui sont faites au pouvoir public, et tu vas nous en parler en détail avec cette question de la mobilité. Exactement. Bonjour, je parle assez dans le micro, là, ça va ? Alors, effectivement, je fais partie... Ça résonne, non ? C'est très bien. Ah bon ? Je fais partie du groupe de travail sur la mobilité. Nous sommes 6. Et je vais vous présenter un peu la démarche et aussi, tout de suite, la proposition d'action. On a entendu effectivement des vieilles qui s'exprimaient sur le corps. Nous allons réfléchir sur le corps et nous allons essayer de nous mettre en mouvement autour du corps. Alors, la proposition d'action, c'est que nous allons proposer à tous les groupes locaux d'organiser une journée de travail, de réflexion sur la mobilité corporelle. Le titre étant « Nos corps vieillissent et nous voulons garder notre mobilité, parlons-en ». Alors, la mobilité, c'est un sujet très vaste qui recouvre différents aspects. Quand on vous dit mobilité, vous pensez peut-être à la voiture, au déplacement ou mouvement. Ça dépend d'où on parle. Alors, la mobilité, effectivement, ça renvoie à la conduite automobile avec les politiques restrictives de plus en plus importantes. À ce sujet, vous avez un article sur le site du CNAV de Francis Carrier, la bagnole et les vieux. Voilà, il dit tout. Vous allez vous y retrouver sur ce que représente la bagnole pour les vieux. Ensuite, nous avons aussi la mobilité qui renvoie à la politique des transports en commun en termes d'accessibilité, de gratuité, de nombre, d'adaptation. Et là aussi, il y a une journée qui a été travaillée à Paris en janvier 2023. Et vous avez toutes les conclusions sur le site du CNAV. Qu'est-ce qu'on en ressort? C'est que la mobilité, elle est essentielle. S'il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas d'accès aux droits, pas de vie sociale. Et enfin, un troisième aspect qui nous amène à parler du corps, c'est que la mobilité, c'est la façon de... Vous voulez me dire quelque chose? Ah, il faut que je... C'est pas du tout agréable. Mais pour vous, oui, ça va? Bon, alors, je vais vous faire plaisir.
j'étais en train de dire que la mobilité, oui, la mobilité physique, c'est la façon de se mouvoir soi et aussi la façon de se maintenir en mouvement. Donc, le groupe a choisi de faire le focus pour cette journée de travail sur la mobilité physique, en posant la question suivante: comment composer avec ce corps vieillissant, malgré les fragilités qu'il manifeste, pour rester mobile? La mobilité physique, si elle est entravée, et vous avez sûrement tous connu ça et vous le vivez, ce sont tous les petits gestes de la vie quotidienne qui deviennent un vrai défi. Ouvrir une boîte, un couvercle, voilà, dévisser un couvercle, etc. Monter un escalier, et puis ça va un peu plus loin. Alors, le constat que nous avons fait, c'est que les personnes vieilles ou les vieux, les personnes vieilles, enfin les vieux et les vieilles, je préfère dire, ne parlent pas de la mobilité physique facilement. Dans les réunions publiques que nous menons au CNAV, pour présenter le CNAV, nous posons souvent la question c'est quoi être vieux pour vous? Et il nous est souvent répondu pour moi, être vieux, être vieille, c'est dans ma tête, je ne le sens pas. Tout va bien. Mais c'est mon corps qui me rappelle qu'il y a des limites. Il se limite, il lâche. Donc, ils en parlent peu, effectivement, et alors ils ne développent pas. On s'arrête là. Parce que dans ma tête, ça va, je suis hyperactif, et c'est vrai qu'ils sont hyperactifs, les vieux et les vieilles. Ils sont hyperactifs, et donc on ne s'arrête pas, et on se dit peut-être qu'on n'en parle pas par résignation, par pudeur, ou aussi par manque d'espace. Quand on sait qu'une consultation médicale est chronométrée et dure 10 minutes, il faut parler de 2 pathologies au maximum, c'est écrit dans les salles d'attente, il n'y a pas d'espace pour effectivement parler, ce corps qui peut nous interroger dans son déclin. Donc, au CNAV, et c'est en ça qu'aujourd'hui j'espère vous inviter à participer tous au mois de novembre à cette journée nationale, sur le plan national, à ce travail-là. Nous allons proposer dans cette journée, avec l'objectif de se sentir mieux dans son corps, en confiance avec lui, et de telle façon à pouvoir continuer à sortir et à être dans le lien social. La méthodologie sur laquelle tu m'interrogeais, c'est que nous donnons la parole aux principaux concernés, dont les vieux et les vieilles, qui sont les mieux à même de parler, effectivement, de dire ce que signifie ce corps vieillissant. Vieillir dans son corps. Alors, ça va se passer comment? En 2 temps. Alors, c'est sur une journée, entrecoupée d'une auberge espagnole, où là, les échanges informels sont très riches. La matinée, ça sera, nous travaillerons sur les fragilités qui sont les nôtres, les fragilités qui sont liées à la diminution des capacités sensorielles, des capacités fonctionnelles, et comment on reste mobile avec ça. Et on interrogera aussi la chute. Dans les discussions avec les vieux et les vieilles, plus on vieillit, plus on a peur de la chute, et on verra comment effectivement on peut s'en dégager de la peur de la chute. Et ensuite, un troisième aspect que nous aborderons, c'est le regard que l'on pose soi-même sur ce corps qui nous lâche, mais aussi l'entourage familial, amical, etc., sociétal. L'après-midi, nous travaillerons sur les adaptations. Comment je m'adapte? Quelles sont mes sources d'inspiration? Tout à l'heure, nous allons avoir des danseuses qui vont parler. Sources d'inspiration. Et puis, nous essaierons de proposer des pistes d'action concrètes, mobilisatrices,
à déployer sur nos territoires. Parce que la mobilité physique, tout le monde vieillit, hein, en ville, à la campagne, mais les ressources ne sont pas les mêmes. Donc, il sera important, hein, à un moment donné, de revenir au territoire. J'ai encore un peu de temps. Alors, je vous invite, parce que vous avez tous envie d'y participer, je sens, de vous rapprocher d'un groupe local. S'il n'y a pas de groupe local sur votre territoire, vous pouvez en créer un, on va vous aider. Rapprochez-vous du stand des régions. Ouais, nous sommes prêts à vous motiver là-dessus. Et pour terminer mon propos, je vais vous donner une petite prescription et vous allez avoir d'autant plus envie de venir travailler là-dessus, je trouve. Je suis du Béarn. Hein. Alors, je me suis perdu ma fiche. Il y a quelqu'un... Ah je fais du Bayrou. Non, mais avant Bayrou, il y avait la Barère. Hein. Alors, pourquoi on doit investir ces espaces de réflexion CNAV? Parce qu'ensemble, nous pouvons faire changer les lignes en exerçant notre pouvoir d'agir. Parce que, surtout, nos fragilités ne doivent pas nous définir. Parce que dans une société qui est obsédée par la rapidité et le culte de la performance, refusons de céder à la culpabilisation, à la peur, à la fatalité. Parce que face aux injonctions standardisées du bien vieillir, qui ignorent souvent nos réalités, soyons des acteurs critiques. Parce que nous revendiquons le droit de vieillir avec nos difficultés, mais aussi avec nos ressources que nous connaissons et que nous ne connaissons pas encore, nos capacités d'adaptation, nos capacités de résistance, nos capacités d'invention. Donc, si vous pouvez tous venir pour vieillir, pour vivre et pas bien vieillir, vous êtes les bienvenus. Merci. Merci Claudine, je suis impressionnée par ton timing. C'est où et quand, demande-t-on? Alors, juste avant de vous répondre, j'ai oublié de vous dire... Ah oui, non, je ne l'ai pas dit. Je dis, non, alors je vous réponds. Où et quand? Vous habitez où? À Bordeaux. Alors, vous rapprochez des correspondants locaux qui sont très en forme, parce que hier, à la boom des années 60, ils étaient très mobiles. Donc, vous allez au stand des régions, on va vous donner les contacts sur Bordeaux. Ah oui, alors ça sera en novembre, 3e semaine de novembre, parce que tous les groupes locaux doivent s'organiser, s'harmoniser. D'accord ? Nous avons une méthodologie très précise, hyper intéressante, mais c'est un groupe qui a été très, très performant. Donc, je peux vous dire, ça sera en novembre. Ça vous convient, la date ? Enfin, non, il n'y a pas de date. Non, mais je vous donne... Ah, où ? Ce sont les Bordelais qui vont organiser ça. D'accord ? Ils vont organiser. Je peux vous dire juste novembre. D'accord ? Il y aura un compte rendu national. Sur le site du CNAV, c'est une source d'information. N'hésitez pas à y aller. Mais voilà. Mais pour qu'il y ait un compte rendu national, il faut qu'il y ait des gens qui participent. Il a été dit qu'il fallait vivre en continuité d'eux. Voilà, c'est une idée de continuité, c'est hyper intéressant. Donc, allons-y. Prenons-nous en charge avant qu'on nous prenne en charge. Et toutes les précisions viendront en temps et heure sur le site du CNAV notamment. Prenez déjà les informations en bas si vous voulez bien. Et ensuite, allez sur le site cnav.demain. cnav-demain.fr et voilà, les informations seront toutes là à un moment ou à un autre. Alors, comment rester mobile malgré son corps vieillissant? C'est absolument ce dont vont nous parler maintenant Sylvie et Valérie. Sylvie Balestra, Valérie Lacamoire, vous allez donc nous présenter la manière dont votre métier vous a amené à faire danser où,
à faire bouger les vieux. Le mot bouger est peut-être encore plus important. Et je rappelle que vous êtes toutes deux danseuses et chorégraphes. Sylvie, à ma droite, étant par ailleurs formée à l'anthropologie des pratiques corporelles et Valérie à la psychomotricité. Sylvie, vous allez tout d'abord nous parler de Vieillesse et élégance, un spectacle de 55 minutes dansé par des volontaires âgés de plus de 65 ans et nous dire comment ce spectacle a transformé ceux qui y participent, y compris des jeunes gens. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici pour vous raconter cette expérience qui a commencé pour moi en 2017, dans mes premières envies. Donc je suis danseuse chorégraphe avec cette spécificité d'associer ce regard anthropologique, donc un travail d'enquête, puisque je suis formée à l'anthropologie des pratiques corporelles et de la danse. Donc je passe mon temps à travailler avec des communautés que je définis, qui habitent quelque part, qui ont des affinités de travail ou d'âge pour vieillesse et élégance. Et donc ma manière de travailler, c'est vraiment l'enquête et ensuite je transforme ça en spectacle de danse, en œuvre. Et à partir de 2017, je me suis dit qu'il était temps de m'occuper de la communauté des seniors. On laisse résonner ce mot qui me semble tout à fait creux. Et j'ai eu besoin de l'affronter et de me dire mais qu'est-ce que c'est cette catégorie dans laquelle on met des personnes donc, qui ont plus de 65 ans et de les interroger. On en parlait tout à l'heure, c'est quoi cette catégorie des vieux et des vieilles? Donc moi je suis ravie d'être ici parce qu'ici on s'appelle vieux et vieilles et que dans ce spectacle Vieillesse et élégance dont je vais vous parler, on s'appelle des vieilles et des vieux, et que ce terme est aujourd'hui notre force ensemble. Et donc cette catégorie de seniors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis déjà senior dans le travail, puisque là, j'arrive à 45 ans, par exemple, puisque pour France Travail, on est senior dans le travail. J'ai fait une grossesse gériatrique. Oui, c'est le terme qui est choisi, puisque j'ai eu une fille à 38 ans. J'aime vos airs étonnés. Voilà, donc c'est une catégorie qu'on a choisie. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quoi en fait d'être vieux et vieille? Et donc j'ai commencé ce travail d'enquête. Je suis allée interroger en plein Covid, c'était hyper pratique, une centaine de personnes, donc plutôt en Nouvelle-Aquitaine puisqu'on pouvait peu se déplacer dans cette période que nous avons vécue tous ensemble. Et je les ai interrogés sur ce que c'est la vieillesse. Comme disait Simone de Beauvoir, la vieillesse semble être un sentiment. Donc on a partagé ces questions-là. On a parlé du corps, puisque certaines personnes étaient chez elles, très indépendantes, et d'autres, je les ai rencontrées en EHPAD, avec plus de dépendance. Donc elles avaient entre 65 et 100 ans. On a parlé aussi de l'élégance, parce que je sentais que c'était un terme que j'avais envie d'aborder au lieu de l'image de soi, enfin, qui me semblait flou. Et je trouve que c'est un terme, l'élégance, qui est à la fois un terme chorégraphique pour moi. Il y a quelque chose dans ce mot d'élégance qui a à voir avec notre posture dans le monde et notre façon d'être, justement, pas que paraître. Puisqu'on peut pas avoir un rond et être élégante ou élégant en jogging, et on peut avoir un paquet de fric et être super moche dans une belle robe à des milliers d'euros. Donc ça a cassé aussi ces notions de classe. Et donc voilà, on a parlé de plein de choses. On a parlé un peu de la mort, mais au fond peu de la mort de ces personnes parce que on s'en fiche. On a plutôt parlé de la mort des personnes qui sont mortes, c'est-à-dire leurs propres parents qu'ils ont souvent accompagnés, ou la mort des amis qui autour de nous disparaissent. Mais au fond, j'ai peu échangé sur une inquiétude de la mort, quoi, voilà, qui était une des questions que j'avais dans mon enquête anthropologique. Et à partir de ce travail d'enquête, d'entretien, j'ai décidé d'écrire un spectacle. Donc c'est vraiment un spectacle de danse qui dure 55 minutes, comme tu l'as dit, avec des costumes, parce que j'adore ça, avec de la lumière, de la musique. 55 minutes où on rentre sur scène et on n'en sort pas.
Voilà, il n'y a pas de coulisses. Donc c'est une exposition de soi qui est incroyable. Et évidemment, j'ai décidé qu'elle soit dansée non pas par des danseuses et danseurs professionnels qui peuvent travailler avec moi par ailleurs dans d'autres créations que j'ai, mais par des personnes qui correspondent à cette catégorie de 65 ans, en tout cas à la retraite, plus actives, et qui pourraient m'accorder 2 semaines de leur vie, 2 semaines assez intensives. C'était aussi mon choix. Je regarde une des danseuses parce que j'ai quelques personnes qui ont quand même vécu cette expérience. Il y a 80 interprètes de cette pièce aujourd'hui, en 2025, voilà, que j'ai tourné un peu partout en France et que je vais continuer à tourner. Donc c'est une expérience qui est intensive et je l'ai choisie, c'est-à-dire c'est pas parce que ce sont des vieux et des vieilles que je sais que c'est un atelier bien-être en fait. Moi je fais pas un atelier bien-être, je suis très bienveillante évidemment. Tout le monde peut la danser cette pièce parce que j'ai enlevé le moment où je voulais qu'il y ait des saltos arrière, donc il n'y en a pas. Tout le reste, c'est dansable, même avec une cam, même avec une hémiplégie, même avec un déambulateur. Ça s'est déjà produit, voilà, il n'y a pas de souci. Évidemment, à partir de 90 ans, c'est plus compliqué de venir danser sur un plateau 5 heures par jour. Hein, c'est quand même ça, sur un plateau, donc sur une scène. C'est très engageant, mais tout le monde y est bienvenu, voilà. Et c'est une expérience qui... comment vous expliquer ça? J'espère que certaines prendront la parole pour raconter ça, c'est-à-dire que c'est d'une grande exigence et je sens que il y a ce rapport de se donner des défis, et quelque chose de l'ordre du défi à soi-même, et que c'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on peut pas relever un nouveau défi. Et certains et certaines sont venus même en me disant je viens dans ce projet parce que vraiment je suis un piètre danseur. Voilà, il y a aussi ça, c'est pas forcément un goût avec la danse, même si la danse a rythmé les vies, peut-être danser ça fait partie de la vie. Les personnes qui ont entre 70 et 90 ans, la danse c'est la fête, c'est des moments où on s'est souvent rencontrés dans des bals, peut-être mariés, c'est peut-être les anniversaires, il y a toujours eu de la danse dans notre vie, ça ritualise notre vie, et puis certains sont des piètres danseurs et viennent faire cette expérience-là, notamment je pense à un des interprètes, sa femme adorait danser et il lui a au fond refusé d'aller dans des bals parce que lui, c'était pas son goût, et sa femme est partie, elle était fortement avec nous, dans cette présence fantomatique, et il a dansé pour elle. Donc on peut venir vivre vieillesse et élégance pour se lancer un défi personnel, de se dire je peux encore le faire, pour se dire je le fais pour un tel. Souvent je demande à mes interprètes, moi je considère que ceux qui rentrent dans ce spectacle, j'ai 2 minutes 38, vous faites partie de la compagnie, c'est ce que je dis à chacun et chacune. À partir de là, je vous considère comme des interprètes au même titre qu'un professionnel, et je leur demande aussi quelle est votre incarnation, pourquoi vous venez faire ça? Vous n'êtes pas obligé de me le dire. Et donc, il y a des défis. Je sais qu'il y a des défis personnels, qu'il y a des hommages à la danse dans la vie, des hommages à un tel, une telle. Et donc, ça devient... J'avais un peu l'idée, dès le départ, que ça soit un rituel d'empuissancement. Et ça devient un rituel d'empuissancement personnel, puisqu'il y a ce défi à relever. Ça devient un rituel d'empuissancement collectif, parce que tous et toutes ensemble, ils et elles montent sur scène, elles se préparent à s'exposer, à exposer leur corps de vieilles et de vieux, et à les exposer avec moi qui leur dis sans cesse, vous allez être des œuvres d'art. Vous êtes magnifiquement belles et beaux. Et assumons-le ensemble, et ça devient un geste politique entre nous aussi, de monter sur scène avec, pour certaines, des mobilités plus lentes, tout ce que je pourrais raconter et qui serait anecdotique face à toutes les singularités. En tout cas, d'exposer nos beautés et nos vulnérabilités, parce que ça, c'est très beau et c'est très précieux, il faut le chérir. Et je dois dire aussi que
ce qui se passe avec cette équipe de danseurs et de danseuses que je découvre à chaque fois dans chaque théâtre, hein, qui sont volontaires. Voilà, on fait équipe pendant un temps de notre vie. En fait, ils sont venus toutes bouleverser ma vie. Hein, moi aussi, je m'empuissance avec ces vieillesses. Ça m'a énormément nourrie. Évidemment, dans le temps des 2 semaines de travail, on partage aussi beaucoup de notre humanité, des inquiétudes, du stress. Ça fait partie du travail de la danseuse et du danseur. Et aussi des moments de vie qu'on partage. Et ça fait à la fois un spectacle et à la fois des territoires d'humanité. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut les préserver, voire même les inventer. Merci beaucoup, Sylvie. Je vais poser la même question que monsieur tout à l'heure. Ce spectacle, on peut le voir où et quand? Parce qu'on en a très envie. Alors le dernier s'est fait pas très loin d'ici à Bordeaux, à la Rurale, au mois de mai, donc c'est passé. On n'en aura pas cette année parce que j'ai 4 autres spectacles qui tournent et c'est une sacrée aventure. C'est 15 jours, je vois Gladys qui hoche de la tête, qui dit ouais c'est une sacrée aventure. Et pour l'équipe aussi, hein, pour l'équipe, ma compagnie, c'est un sacré travail. Pour les théâtres aussi, c'est un sacré travail d'accueillir et d'accueillir bien une grosse équipe, hein, puisqu'on est 9 sur scène, plus moi, plus la répétitrice, plus l'équipe technique. Ça, c'est l'équipe spectacle. Donc, on espère venir sur l'année prochaine, c'est-à-dire 26-27, peut-être à Mérignac, ça serait super. Ouais. on en a parlé. Et mon rêve, donc cette pièce va tourner et je vous tiendrai au courant, mais mon rêve, c'est que maintenant, avec ces 80 interprètes vieux et vieilles, on la transmette à un groupe de jeunes danseurs et danseuses professionnelles et qu'ils rentrent dans cette partition chorégraphique avec ces personnes qui l'ont vécu et qui soient ambassadrices de ce geste, de cette danse, et qui le donnent à la jeunesse. La transmission. Voilà, la transmission. Magnifique. Merci Sylvie. On va terminer ce partage d'expérience avec Valérie Lacamoire. Valérie, vous avez longtemps travaillé en institution, en particulier en gériatrie et en EHPAD. Et vous allez partager avec nous la manière dont vous faites bouger par le biais du théâtre-danse, mais surtout parce que vous appelez des pratiques plus impressives. Vous allez nous expliquer, plus intimes, des personnes âgées, parfois très âgées et dépendantes. Et là encore, vous nous direz comment cette dimension sensible de l'expérience corporelle favorise l'ouverture sur soi-même, y compris chez des personnes très diminuées. Merci. Oui, alors ma perspective... Je crois qu'il faut que tu parles près du micro. Tu changes de micro s'il ne marche pas. Là, ça va ? C'est bon. Oui, ma perspective à moi, elle est depuis la place de l'intime, parce qu'en tant que psychomotricienne et donc soignante, clinicienne, j'accompagne des personnes au plus près de ce qu'elles traversent. Et donc c'est cet intime-là qui est ma matière, et c'est cet intime-là que je suis conduite parfois à déployer sur une scène. En tant que psychomotricienne, j'ai voyagé dans différents types d'institutions accueillant différents types de personnes vulnérables, on va dire. Et je vais vous engager avec moi dans la réminiscence d'un parcours que j'ai eu en gériatrie et qui m'a conduite à des expériences artistiques avec des personnes très âgées en institution. Et mon point de départ a été que dans les années 2000, j'ai beaucoup travaillé en EHPAD, et en particulier avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, avec tous les effets de désorganisation progressive que convoque la maladie d'Alzheimer. Et ces expériences ont été très intenses à vivre, à partager, avec des échanges d'une grande puissance humaine, on va dire. Mais ça m'a beaucoup questionnée, ça m'a beaucoup interrogée, ça m'a beaucoup bouleversée aussi en tant que personne engagée dans le soin et dans l'accompagnement de personnes qui sont amenées à perdre la mémoire, à ne plus se souvenir de leurs proches, parfois à perdre la conscience d'elles-mêmes, la conscience des limites de leur propre corps, et
Et alors, il convient de pouvoir s'appuyer sur un autre, sur quelqu'un d'autre, pour pouvoir se ressentir, se resituer et s'identifier à nouveau. Donc ça, ce sont des expériences qui sont riches et qui m'ont conduite à la fin des années 2000 à construire un groupe de recherche chorégraphique. Là, je fais la jonction avec la dynamique artistique. Et cette recherche chorégraphique, on l'a démarrée et on l'a menée pendant 1 an avec un groupe de 6 personnes qui étaient toutes danseuses et la plupart psychomotriciennes. Et la question de départ était qu'est-ce qui reste quand on perd tout ? C'est un peu paradoxal, je vous l'accorde. Et donc on a cheminé et nous sommes travaillés, nous psychocorporellement, pendant 1 an sur ces questions-là. Et ça a donné, à l'issue de cette année-là, ça a donné la création d'un spectacle de danse-théâtre, un trio de danse-théâtre que nous avons appelé La Traversée. Et ce trio, nous l'avons transporté et partagé avec des personnes âgées en EHPAD, principalement. Sachant que l'aboutissement de ce travail nous mettait au cœur de la question de ce qui nous relie à l'autre, de la question du lien, de la question de l'infraverbal et des langages que nous pouvons continuer à nourrir avec une grande force humanisante, avec les personnes, avec toute personne, quelle qu'elle soit, au-delà de toutes les limitations que nous pouvons percevoir ou éprouver. Et donc ce trio, nous l'avons donné, alors on le donne dans des espaces de vie. Alors on crée un grand cercle, là où les personnes, les résidents, leurs proches, les soignants s'installent et font public, et nous dansions au centre. Et à un moment donné de ce spectacle, pour matérialiser la question du lien, nous déployons un très grand élastique blanc et nous entourons les personnes de part et d'autre du cercle et on crée comme ça une grande toile d'araignée, un grand réseau avec nous au milieu et on active ces élastiques qui vont aller se donner à sentir aux personnes qui sont entourées et donc on les invite à se mettre au mouvement, médiatisés par cet élastique qui nous relie et qui nous permet d'être ensemble et ensemble de se mettre en danse. Donc voilà, c'est juste pour vous donner l'esprit du spectacle. Et ce spectacle nous a servi d'entrée en matière, de carte de visite, on va dire, pour prendre pied dans un établissement, créer une première expérience partagée dans le cœur de ce qui nous anime, c'est-à-dire le mouvement dansé, et de prolonger cela ensuite par des expériences beaucoup plus longues de mise en place d'ateliers de pratique à l'intérieur de cet établissement avec une vocation finale de spectacle. Et donc là, je vais partager avec vous le récit d'une expérience qu'on a faite dans un EHPAD à Marcheprime, donc en Gironde. Et dans cet EHPAD-là, on avait donc commencé avec ce spectacle. Et ensuite, on a mené une expérience qui a duré 2 ans, avec, dans la première année, la tenue d'ateliers de pratique de la danse d'improvisation avec les résidents de l'EHPAD, un atelier ouvert qui a accueilli toutes les personnes de l'EHPAD, c'est-à-dire des gens qui étaient dans la partie où les gens sont plus indépendants, plus autonomes, mais aussi des personnes qui étaient dans l'unité protégée avec des troubles du comportement plus ou moins actifs, etc., qui inclut bien évidemment une équipe de soignants aussi, puis nous, les artistes qui venions de l'extérieur et qui travaillions tous ensemble. Donc pendant 1 an, on a mené cet atelier avec les résidents, ce qui était déjà un enjeu pour l'EHPAD, d'associer tous ces résidents mais toutes leurs différences et leur faire vivre ensemble des choses qui ont été fortes. Et à la fin de cette première année, nous avons inclus la participation d'une classe, parce qu'à côté de l'EHPAD, il y avait une école primaire. Et donc, on a fait un partenariat avec l'école et on a associé une classe de CM1, CM2, avec qui, au début de la 2e année, on a commencé à faire des ateliers dans l'école avec les enfants.
Et quelques mois plus tard, on les a accueillis à l'EHPAD et on a fait des ateliers mixtes où les personnes âgées ont rencontré les enfants. Et là, une nouvelle dynamique s'est créée avec des choses tout à fait passionnantes sur comment les enfants, dans leur spontanéité, vont aller rencontrer les personnes, nouer des liens, identifier les personnes à parfois des grands-parents ou des arrière-grands-parents. Et des choses très tendres se sont mises en place, y compris de la part d'enfants qui, par ailleurs, pouvaient être très agités. Donc c'était vraiment intéressant. Et puis quand tout ça, ça a pris forme, on a fermé l'atelier et qui est devenu un atelier chorégraphique. Et là, on a construit ensemble un spectacle qu'on a appelé Entre-temps et qui a été construit dans des conditions professionnelles avec la création chorégraphique, création musicale, création plastique. Et on a donné ce spectacle sur la scène de la Caravelle, hein, le théâtre qui est à Marcheprime, et qui était juste à côté. Ce qui nous donnait des conditions matérielles qui ont rendu possible l'accès sur le plateau à des personnes à mobilité réduite, voire très réduite, que cette mobilité soit physique ou psychique. Voilà, notre enjeu était aussi de pouvoir externaliser la question de la vie en EHPAD de manière à pouvoir offrir au public la possibilité de commencer à décaler son regard grâce à la dynamique artistique vis-à-vis de la personne âgée, de la personne démente, et d'offrir la possibilité d'éprouver de l'intérieur, à travers ce qui était donné à voir sur scène, la force du lien entre les personnes âgées et les enfants, et la force du lien sensible de la mise en jeu des corps, tout aussi déformés, hésitants, égarés soit-il, mais portés par un dispositif efficace, on va dire, en termes artistiques, donné à éprouver à un public une expérience poétique, véritablement poétique et sensible, qui efface à ce moment-là complètement la question de l'être et du paraître, puisqu'on change de niveau. Et c'était une très belle expérience, difficile, hein, parce qu'il fallait avoir à la fois une classe de un CM2 et une équipe de personnes âgées bien toniques à conduire, mais le résultat, c'était le retour des personnes qui nous disaient à quel point elles s'étaient senties exister pleinement, vous voyez, pendant les moments de l'atelier. Soit elles le disaient, et si elles ne pouvaient pas le dire, nous, on le percevait à l'intensité de certains moments de danse et d'émergence assez fulgurante dans des moments de pratique où il se passe quelque chose de tellement fort quand deux regards se rencontrent, quand deux mains se touchent, quand quelqu'un se lève et vient vous enlacer pour vous emmener et vous laisser porter par une musique et par tout d'un coup l'intensité d'un sentiment qui émerge et qui se joue. Ce qui m'amène à vous dire que la question du jeu J-E-U... Combien de temps ? Le jeu J-E-U... est un des cœurs, un de mes cœurs, si je dois vous transmettre quelque chose, un de mes cœurs dans le rapport au monde, quel que soit notre âge, quelles que soient nos limitations, et dans cette continuité d'être que tu évoquais tout à l'heure et qui est magnifique, parce que c'est vrai que nous sommes des êtres continus, et le temps et l'espace ne sont que des passages qui sont, on va dire, la partie peut-être la plus superficielle de ce que nous sommes profondément, et parce que profondément, ce que nous sommes, c'est dans notre cœur que ça se passe. Et c'est là qu'est le lieu de la transformation, le lieu de l'art et le lieu de l'amour. Merci. Merci Valérie. Merci, un grand merci à toutes les 5 pour ce partage d'expériences.
et de ressenti qui montrent à quel point le corps parle, comme le dit très bien Noël, qui nous donne aussi des pistes individuelles et collectives pour appréhender ce corps qui vieillit. Alors je suis contente parce qu'en plus vous avez quand même tellement bien respecté le timing qu'il nous reste un bon moment pour l'échange. Je suis sûre que vous avez des questions, que vous avez peut-être des témoignages à apporter aussi. Et donc, je vois déjà un doigt qui se lève, c'est formidable. Il faut juste qu'on arrive à faire circuler les micros, mais on va y arriver. Est-ce qu'il y en a dans la salle des micros ou pas? Je ne me suis pas posé cette question. Est-ce qu'on a des micros mobiles ou pas? Allô, allô, la régie? Il y en a? Ouais, super, merci. Merci beaucoup. Allons-y pour le renseignement. Merci madame. Ma question s'adresse à madame Guignard. Vous avez, ou je ne l'ai pas entendu, plusieurs fois prononcer le mot émission. Émission. Mais j'ai l'impression qu'à aucun moment vous n'avez dit où c'était, enfin, de quoi s'agissait-il si on voulait écouter l'émission. Oui. Donc effectivement, c'est une émission radio qui s'écoute et qu'on fait avec une radio locale qui s'appelle Transistor. Transistor, C''H à la bretonne. Et je vous laisserai, j'ai sur le stand de CNAV Bretagne, il y a un QR code et il y a les coordonnées aussi de l'émission. Vous trouvez le lien sur le site de l'association Pourquoi pas vieille, mais vous avez aussi l'émission, si vous mettez Pourquoi pas vieille Transistor, vous allez tomber sur l'émission radio. Et c'est une radio associative locale qui est entre Brest et Quimper, et elle est aussi diffusée sur une autre émission qui s'appelle Radio Boa, qui est une radio bretonne qui donne un peu de visibilité à différentes radios associatives bretonnes. Voilà. Braise on Air. Voilà. Oui, je voulais vous remercier pour cette magnifique table ronde et réagir à quelques-unes des choses que j'ai entendues. Noël, tu as dit très justement qu'on ne pouvait pas séparer le paraître de l'être et que notre problème, c'était la continuité de l'être. Alors, j'anime, comme tu le sais, depuis 15 ans des séminaires sur l'art de vieillir et nous travaillons sur ce que j'appelle la révolution narcissique. On ne peut plus se regarder dans le miroir parce qu'évidemment, c'est désespérant. Mais il faut regarder à l'intérieur de soi parce que c'est là qu'est justement l'être. Nous travaillons sur ce voyage vers l'intériorité, sur cette continuité justement de l'être. Et à propos justement d'élégance, beaucoup des personnes que j'entends dans ces séminaires me disent qu'elles travaillent sur leur manière d'être. Et je crois que l'élégance peut-être est une des manières d'être. Et aussi, je réagis à cette question de la mobilité. Je cite souvent Benoît de Groult, qui a 86 ans, était dans un fauteuil et disait « Je découvre la joie des voyages immobiles ». Il y a aussi cette mobilité de l'imaginaire, de la pensée, qui rejoint justement l'être. Donc merci beaucoup à cette belle présentation. Noël, tu veux réagir? Oui, merci Marie. Ça marche? Oui. Merci Marie pour ton intervention qui me va droit au cœur, qui nous va droit au cœur, parce que nous sommes tous concernés de la même manière. Nous sommes concernés parce que nous avons tout en nous l'idée aussi du partage. C'est très important. Et du don de soi, d'aller vers l'autre. La littérature aussi a cette ambition. Hein. Ma colère, elle devait servir aussi
à faire venir la colère de l'autre aussi. Et ce qu'il y a en commun dans tout ce qu'on a entendu aussi, c'est l'idée d'un travail. Et je voudrais revenir à cette idée, à cette dimension symbolique du mot travail que j'associerais à une forme d'obstétrique de l'âme. C'est sans doute parce que j'ai une mère sage-femme. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ce travail que nous devons faire sur la vieillesse, elle est une manière aussi de s'accoucher de soi-même dans la continuité de la vieillesse. Et en s'accouchant comme vous avez dit très justement tout à l'heure, de se découvrir, de découvrir ce que nous ne connaissons pas de nous, qui a été dit tout à l'heure aussi. Et ce que nous ne connaissons pas de nous peut devenir en effet une belle chose élégante, malgré les tourments du corps, et une œuvre d'art. Je pense que nous avons tous en nous la capacité de faire de nous-mêmes une œuvre d'art. Une œuvre d'art, non pas du point de vue narcissique, comme tu le disais très justement, Marie, mais une œuvre d'art qui peut se contempler en se disant « ben voilà ce que je suis aujourd'hui, voilà ce que je découvre de moi aujourd'hui, voilà le spectacle que je me donne à moi-même, puisque les autres, la société, n'acceptent pas de le voir, ce spectacle, moi je me le donne à moi-même. » Et vous avez beaucoup aussi parlé du « je », en disant mais le jeu est indispensable, revenir vers le jeu, mais pas y revenir d'une manière effectivement égoïste ou narcissique. Et le reliant à l'élastique dont vous parliez tout à l'heure, absolument nécessaire, une élasticité qui me fait penser aussi, dans sa version symbolique, à la raideur du corps mort. Parce qu'un corps qui ne bouge pas pourrait paraître mort, mais non, il ne l'est pas. Il y a, comme tu disais très justement, Marie, la puissance de l'imaginaire qui est en nous. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir l'écriture pour porter ces messages. Vous, d'autres, la danse, etc. Mais je pense qu'il faut que chacun et chacune d'entre nous découvre en soi cette petite merveille que nous sommes dans notre unicité. Merci Noël. On va laisser la parole au public. Merci beaucoup. Et à monsieur. Et si je puis me permettre, Rémi, Noël, vous avez dit, on est tous des œuvres d'art, et du coup on est toutes aussi des œuvres d'art. Et c'est vrai que je pense beaucoup à ma mère quand je dis ça. Bon, bah, c'est pas... Oui, Pascal de Toulouse. Je vous remercie pour l'intensité des débats. Et j'ai envie de rebondir sur la continuité de l'être et puis sur la découverte joyeuse de l'immobilité. Alors, je suis ici en tant que témoin. D'abord, témoin de l'intersectionnalité. Vieux, handicapé, handicapé vieux, tout ça va se mélanger. Et puis, je suis là pour dire la mobilité apparente, la mobilité, je dirais, sociale, elle est partie, mais la mobilité, le voyage intellectuel, il est là. Et aujourd'hui que je deviens vieux et handicapé, plus que jamais je vais fouiller là-dedans. Plus que jamais parce que oui, le paraître et l'être. Dans ma vie, j'ai eu la chance de voyager énormément. En fauteuil roulant, donc l'adaptation toujours. Mais aujourd'hui, je prends moins l'avion d'abord parce que j'ai plus envie de prendre l'avion. Je voyage moins, mais je suis dans un voyage perpétuel, des allers-retours avec moi, avec les autres. Et là, je travaille sur Toulouse, je vais commencer un travail avec un neuropsychologue sur la vieillesse, parce que nous représentons,
Alors, je fais un nous, alors je vais dire je, puisque c'est plutôt approprié aujourd'hui. Je représente, vite fait, la non-vie, la mort, la raideur. Et ça, c'est l'injonction à laquelle on nous assigne. Et donc, moi, j'ai envie de faire la proposition, quand j'ai rejoint le CNAV à Toulouse, c'était pour faire la proposition qui est de dire, mais bien sûr qu'on peut vieillir autrement, mais bien sûr, il y a une étape qu'il faut franchir, qui est la peur. On a peur, alors on a peur de ce qu'on ne décrit pas, de ce qu'on nomme pas, de l'impression, on va mettre des mots, perte de mobilité, il faut travailler sur l'environnement, puis il faut travailler sur l'autre, parce qu'elle est culturelle, elle est... En fait, pour ne pas prendre le micro plus longtemps, je voudrais dire, voilà, travaillons sur ce que nous n'avons peut-être pas envie de travailler. Allez fouiller un peu dans voilà toute. Alors bon, c'est pas rigolo, mais je vis une chose en ce moment, c'est que demain je rentre à Toulouse, j'enterre mon oncle, et il y a 2 mois j'enterrais mon père. Donc voilà, là j'ai voilà, j'ai réfléchi. Je prends la mort en pleine figure et moi j'en fais un défi pour la vie. Je me dis, parce qu'un handicapé qui vieillit, il a peur. Comment je vais vivre? Vous savez, toute la journée entendre à la radio, manger, bouger pour vivre, ça fait peur, parce que moi je ne corresponds pas à cette image. Mais je bouge ailleurs, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage et merci d'avoir dit je. On continue? Vous voulez... Il y a une réaction ou je redistribue le micro? Non, tu peux redistribuer, je pense. Oui, bonjour, je suis Jean-Luc Simon. Alors, je ne vais pas être trop long parce que la plupart de ce que je voulais dire a été dit précédemment par monsieur. Je voudrais juste reparler de la mobilité. Vous avez, avec vous, la chance d'avoir 2 personnes, 3, peut-être 4, peut-être plus, certainement plus, de personnes qui sont expérimentées dans le déplacement avec des réductions de mobilité. Hein. Non pas des personnes à mobilité réduite, des PMR, mais, j'insiste, des PQR, des personnes qui roulent, parce que nous sommes dans un fauteuil. Et je dois dire que pour voyager beaucoup, vous les vieux, vous ne savez pas voyager. Vous voyagez, vous êtes avec pas le peu qui vous reste, mais avec ce qui vous reste, vous prenez des grosses valises, vous voyagez très lourdement, et puis de vous étonner que vous ne pouvez pas monter dans le train. Vous ne prévoyez rien. J'ai rencontré beaucoup de personnes âgées qui étaient dans les transports comme ça, en train de désemparées, alors qu'elles étaient parfaitement autonomes, mais leurs grosses valises, des choses qu'elles ne peuvent pas porter. Donc, apprenez à voyager. Et soyez smiley, c'est-à-dire joyeux. On a... mais vraiment, il y a 22 ans, j'ai essayé de convaincre votre génération, notre génération, j'ai essayé de vous convaincre de l'utilité de faire une société accessible. C'était l'année européenne des personnes handicapées en 2003. C'est très vieux. Eh ben, vous avez échoué. Parce que la société n'est pas toujours accessible. Et que là, on voit bien que vous allez vous cogner une société dans laquelle vous allez rencontrer plein de barrières que nous, on a passé des années à essayer d'araser, en tout cas d'enlever. On y est arrivé pour beaucoup quand même. On a une ville beaucoup plus accessible aujourd'hui, des trains beaucoup plus accessibles. Maintenant, essayez, quand vous voyagez, vous, votre génération, essayez de l'apprendre, parce que ce qui nous reste aussi surtout, c'est l'éducation des autres, des jeunes, de ceux qui arrivent derrière, qu'on partage notre expérience des choses. Et notre expérience des choses, elle est que quand c'est accessible, c'est tellement bien pour tout le monde, avec les trottinettes, les vélos, les machins, on ne trouve plus de place. J'ai travaillé 30 ans de ma vie pour que les transports soient accessibles. Aujourd'hui, je ne peux plus y entrer. Il y a trop de vélos, il y a trop de trottinettes, il y a trop de personnes âgées avec des gros vélos qu'elles ne savent pas manipuler.
Donc, soyons un peu... L'avenir, il est vraiment qu'on partage les choses. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire entendre la voix des personnes dites handicapées. Nous, on galère depuis très longtemps pour répondre à notre dépendance et prévoir notre futur. On sait faire, vous ne savez pas faire. Donc, on est prêt à transférer notre savoir. Merci. Merci beaucoup. Je voulais vous partager un témoignage qui me semble tellement dans ce qu'on partage là aujourd'hui. Je suis Marie-Christine, je viens de Caen dans le Calvados et je participe encore à une conférence gesticulée. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un mélange d'intime où on parle de soi et de connaissances, d'informations sur un thème, et la conférence gesticulée est sur la ménopause. On est 7 femmes. On a travaillé pendant 1 an. Pardon, je vous interromps une seconde. Est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on vous voit? Parce qu'on ne sait pas du tout d'où vous parlez. Quitte à vous rasseoir après. Voilà, super. Donc, on a travaillé pendant 1 an pour préparer cette conférence. Et on a tourné pendant 3 ans. Beaucoup autour de Caen, mais ailleurs aussi, en Bretagne. Et voilà ce qui est arrivé pendant la conférence. Et c'est ça que je voulais vous raconter. L'une de nous a fait un AVC. Et on aurait pu se dire, elle sort de la conférence, elle arrête, on ne peut pas l'intégrer. Ben, on n'a pas décidé ça. On a décidé qu'on lui gardait sa place, on reprenait une partie de ce qu'elle disait, on s'adaptait, on retravaillait, et on l'a réintégrée. Et puis, quelque temps après, elle a fait une septicémie galopante et on lui a amputé des doigts des mains et des pieds qui avaient été détruits. Et elle est revenue. Alors, ce n'est pas pour dire qu'elle est exceptionnelle, hein, parce que elle en a bavé, mais je voulais témoigner de la force interne de quelqu'un, parce que cette femme est incroyable. Enfin, je veux dire, d'oser revenir et sans masquer ses mains et ses pieds, alors qu'on avait des photos de la conférence où elle avait encore ses mains et ses pieds. Et puis, je voulais témoigner de ça parce que c'est aussi la force du collectif. On s'attendait, quand on a fait la conférence, à ce que ce soit des femmes de notre âge qui viennent nous voir, et pas du tout. On en a eu beaucoup, mais on a eu des hommes, on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus nous voir et qui nous ont dit « mais j'avais peur de vieillir, et en vous voyant, avec vos forces et vos fragilités, parce que je vous assure qu'on montre aussi nos fragilités, et bien maintenant, j'ai plus peur de vieillir. » Et je pense que Pascal, elle s'appelle Pascal, elle a pu revenir dans la conférence parce qu'elle était entourée par nous, accueillie par nous, parce qu'elle savait qu'on gardait sa place, parce qu'elle savait qu'on ne s'était pas dit elle est trop malade, on arrête, quoi. On ne peut pas la réintégrer dans la conférence, elle est au-delà de ça. Et maintenant, elle est encore dans l'équipe. Merci. Magnifique, merci beaucoup. Je te vends. Francis, oui, ok. Fais court, hein. Ah oui, mais 2 choses à dire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes, mais on n'a pas beaucoup parlé des hommes. Et pourtant, pour une fois, dans la salle, il y a pas mal d'hommes. Et le rapport au corps est certainement différent dans la société par rapport aux hommes et aux femmes qui vieillissent, c'est-à-dire que le diktat du regard est très violent pour les femmes, beaucoup moins violent pour les hommes qui peuvent vieillir beaucoup plus sereinement en termes de corporel. Mais je vous rappelle que ça finit beaucoup plus mal pour les hommes. Le suicide de personnes, de vieux très âgés, je vous rappelle que le nombre de suicides est comparable au nombre d'accidents de la route. On n'en parle jamais, mais c'est la réalité. Et le nombre d'hommes qui se suicident est bien plus important que celui de femmes. Donc, il y a certainement quelque chose à creuser, parce que c'est un non-dit important dans la société, le rapport à la virilité, le rapport au rapport à son propre corps, qui est jamais évoqué. Et effectivement, c'est très bien, parce que les femmes parlent, mais les hommes ne parlent pas.
sauf là où nous avons, c'est le 3e témoignage masculin et je m'en réjouis. Oui, mais ils n'ont pas parlé en tant qu'hommes, hein, je te rappelle. Là aussi, c'est important de savoir... Ils n'en sont pas moins hommes. Oui, mais ils n'ont pas parlé de ce rapport à la virilité. Et l'autre chose, c'est une petite pub sur Télévioc que je vous invite à regarder. Le numéro 5 intègre un sujet qui est une vieille dame qui est modèle auprès d'artistes et qui a 84 ans. Et c'est un exemple aussi très intéressant de la façon dont on peut montrer son corps, l'utiliser jusqu'au bout. Et donc, si vous n'avez pas vu Télévioc, je vous invite à regarder Télévioc. Merci Francis. On m'a soufflé dans le tuyau de l'oreille qu'on avait quelques minutes supplémentaires et madame, juste devant, voulait prendre la parole. Est-ce qu'il y aura d'autres personnes après ou pas, pour savoir si elle peut être longue? Oui. Oh, mais je ne serai pas longue quand même. En fait, plusieurs intervenants ont parlé du lien. Et ça, votre thème, être et paraître, c'est moi... et comment je suis vue, je suis perçue par l'autre. Donc, il y a un lien entre ça. J'ai animé, dans le cadre d'un atelier, dans mon tiers-lieu, plusieurs ateliers sur le thème que je vis, du vieillissement, de la rigidité, de la sclérose. Et en abordant ce thème, d'une part, évidemment, physiquement, la sclérose, la rigidité, comment aller contre, mais aussi la sclérose, on se plaint qu'on n'a plus de mémoire. Mais en fait, ce n'est pas la mémoire qu'on n'a plus souvent, c'est l'attention. Et des ateliers pour vérifier que la mémoire, elle est là, mais que c'est l'attention. On regarde quelque chose, on ne le regarde pas vraiment parce qu'on a plein d'idées préconçues sur une photo, sur un tableau, sur une scène que l'on voit. Alors, je demandais, mais qu'est-ce que vous avez vu au bout d'un moment? Et en fait, non, je ne sais pas, je perds la mémoire. Et en fait, ce n'était pas ça. En s'attachant à écouter, regarder les personnes, les images, chercher dans les détails, qu'est-ce que je peux apprendre? Eh bien, on s'apercevait en refaisant l'exercice, après sur une autre scène, un autre tableau, que la mémoire, elle était bonne, qu'on pouvait se remémorer un tableau 5 minutes après et plusieurs détails, parce qu'on avait été curieux. Donc, c'est la curiosité. Et la curiosité, elle doit s'exercer aussi dans les liens familiaux, sociaux, amicaux. Et nous tous, là, nous avons fait l'expérience qu'on était moins souples dans les rapports avec nos familles, avec nos amis, dans nos associations. On s'impatientait. Mais pourquoi il a dit ça? Mais comment elle réagit? Ah, elle est agaçante. On a tous un effort à faire pour maintenir le lien, d'être dans la souplesse, la curiosité, la découverte. Et là, on vieillira beaucoup moins et surtout, on pourra vieillir ensemble. Merci. Si vous pouvez passer juste le micro à la personne qui est derrière vous en bleu, et ça sera la dernière. Je me souviens plus. Juste derrière madame qui vient de parler. Pardon. C'est qui, c'est vous? Pardon, j'ai pas compris. Je voulais juste dire que j'avais participé à plusieurs ateliers de danse avec des personnes âgées et que j'ai presque vu des miracles, combien l'approche corporelle bienveillante. C'est des personnes parfois très diminuées, j'aime pas trop ce mot, mais avec un corps qui ne bouge plus beaucoup. Eh bien, comment on peut, par cette approche-là, arriver presque à réveiller l'intérieur et du coup l'enveloppe corporelle des gens qui sont complètement figés et puis peu à peu avec la danse, avec le chorégraphe arrive à se réveiller un petit peu, à ouvrir une main, la déployer plus amplement,
voilà, on voit l'importance de toute cette unité, l'intérieur et l'extérieur. Si on arrive à réveiller un petit peu l'extérieur, l'enveloppe physique, eh bien, l'intérieur aussi se réveille et ces personnes commencent à parler un petit peu. Oui, je l'ai vu, ça. Et je pense qu'aussi, pour répondre à ce monsieur qui disait qu'on ne savait pas voyager, c'est le moment d'aller à l'essentiel, à plus de sobriété. On se rend compte qu'avec peu de choses, on vit beaucoup mieux. Voilà, je déborde un peu le sujet, là. Mais il me semble que tout se tient, plus ou moins. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié toute cette matinée. Merci beaucoup à vous toutes. Merci à vous. On a faim et de toute façon, c'est l'heure que ça se termine. Non, tu penses qu'on a encore droit à une intervention? Alors, vous avez 30 secondes et je compte. 1, 2, 3. Eh bien, je viens apporter mon témoignage puisque j'ai participé au spectacle de Vieillesse et élégance avec Sylvie Balestra et je voulais intervenir par rapport au lien et au lien social et dans la richesse que les 9 personnes qui étaient sur place sont arrivées sans se connaître et à la fin nous étions les meilleures copines de cours de récréation de notre enfance. Il n'y avait pas de copains, on était bien désolés. C'était encore comme autrefois, il y avait que l'école des filles. Voilà. Donc, ce que je veux dire surtout, c'est que dans cette expérience, chaque personne apportait son savoir-être et nous avons fait le partage de ce savoir-être en sachant que chacune apportait ses gestes. Et à la fin, il a fallu travailler la mémoire, car il y a une des personnes qui a dû faire un solo pour représenter les gestes des 9 personnes. Ce qui fait que c'était très difficile au niveau de la mémoire et des gestes, en sachant que ces 9 personnes, ces 9 éléments, la personne qui jouait ce rôle-là est devenue le 10e élément. Voilà. Merci, merci à toutes les 5 pour vos interventions. Un grand merci pour les témoignages qui étaient tous de grande qualité et je trouve que ça prouve 2 choses. D'une part que le corps décidément est un personnage important qui a beaucoup de choses à dire et d'autre part que quand on accepte de dire « je » et de le dire collectivement, eh ben, il se passe des choses qui sont passionnantes. Merci encore.